Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour prendre 30 secondes pour remercier les autorités qui m'ont invité, celles de cette fondation, bien sûr, et celles de l'Académie. Et je vous remercie, bien sûr, de jeter comme ça un coup de projecteur sur l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. Mon propos se comprend dans les deux bornes qui suivent. La première borne, c'est celle de la contradiction fondamentale sur laquelle s'est établie la rencontre entre l'Occident et le non-Occident, contradiction qui va pointer toute sa dimension au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et précisément lors de l'exposition coloniale et universelle de Paris en 1931. La seconde borne est le prolongement du discours de la négritude dans le domaine de l'art et singulièrement dans le domaine des arts plastiques, à savoir la peinture et la sculpture. De ce point de vue, on notera que pendant que les écrivains africains ou antillais ou écrivains de la diaspora francophone développent des discours sur le sens de la négritude poétique et ou politique, ils créent d'intenses relations avec des peintres d'avant-garde qui ont marqué de leur talent le cours des XXe et XXIe siècles. En effet, plusieurs peintres ont accompagné la production des œuvres des poètes francophones. On se souviendra par exemple de Pigments de Léon Gontran Damas, publié en 1937 avec un bois gravé du Belge Franz Massorel. La traduction en espagnol du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, faite par Lydia Cabrera et préfacée par le surréaliste Benjamin Perret en 1943, est illustrée d'un dessin du cubain Wilfredo Lam que le poète martiniquais avait rencontré quelques années plus tôt en 1941 lors du fameux départ en exil des intellectuels français fuyant le nazisme. On se souviendra également que Corps perdu du même Aimé Césaire est accompagné, quelques années plus tard, en 1949, de 32 gravures de Pablo Picasso. On ne dira rien, bien sûr, n'est-ce pas, des lettres d'hivernage de Léopold Sédar Senghor, il en a déjà été question ce matin, qui sont illustrées en couleur par Marc Chagall. Au fil de leur édition, les recueils de poésie d'Édouard Glissant s'éclairent des tableaux de peintres, par exemple les eaux fortes de Wolfgang Palen, d'Enrique Zaniartu, de Roberto Matta, de Agustín Cárdenas, ou alors, évidemment, des lithographies, une fois de plus, de Wilfredo Lam, le cubain, qui vont illustrer toutes ces lithographies. Un champ d'île, les Indes, Terre nouvelle, le sel noir, Boise, la terre inquiète, bref, un ensemble de recueils poétiques qui trouvent un écho dans la peinture. En retour, les écrivains francophones postcoloniaux vont se révéler, eux aussi, au fil du temps, de vrais critiques d'art. Et c'est là que j'en viendrai à mon propos tout à l'heure. Et leur entreprise s'est largement développée au lendemain de l'exposition coloniale internationale de Vincennes que j'évoquais tout à l'heure, à cause de la découverte des différents musées hexagonaux, à partir de l'entre-deux-guerres, et je songe ici bien sûr, n'est-ce pas, à Senghor et à Césaire, Senghor particulièrement, puisque durant son séjour à Louis le Grand, il a passé une partie de ses dimanches à visiter les musées, il le dit lui-même. À partir de la création du musée dynamique de Dakar, au cours du premier festival mondial des arts nègres, dont il a été question tout à l'heure, et j'y reviendrai, dont le but était, je le rappelle, de mettre les œuvres d'art du monde à la portée des peuples noirs, ou encore à travers la rédaction des catalogues d'exposition de peintres pour plusieurs galeries d'art parisiens. Je songe ici bien sûr au travail de Senghor, mais également à celui de Césaire et d'Édouard Glissant. Ou bien par la création de ce fameux musée dynamique à qui Senghor donnait bien sûr, n'est-ce pas, un concept permettant de faire circuler, à Dakar en particulier, un certain nombre d'œuvres qui sont des grandes œuvres internationales ou des grandes œuvres mondiales, Pablo Picasso, Pierre Soulages, Marc Chagall, Wolfgang Palen, Wilfredo Lam, ou, bien sûr, n'est-ce pas, entre autres, Roberto Matta. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment Senghor, en particulier, va apparaître dans cet aéropage de poètes, ou bien de critiques, comme étant le vrai penseur de l'art. Le vrai penseur de l'art nègre, bien sûr, n'est-ce pas, mais d'abord le vrai penseur de l'art, en relation avec la poésie, et où il va apparaître, non pas comme étant un philosophe de l'art, ce n'est pas mon propos, mais plutôt comme étant un critique d'art, c'est peut-être ce qui lui ressemble le plus. Et ici, je m'éloignerai un tout petit peu, n'est-ce pas, des propos qui ont été tenus en ce qui concerne, bien sûr, n'est-ce pas, la fameuse philosophie de l'art de Senghor. Je ne suis pas certain qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une philosophie, c'est tout au mieux une critique. Pourquoi parle-t-on de critique d'art chez Senghor? Pour des raisons qui sont des raisons absolument banales, sur lesquelles je reviens assez rapidement. Il en a déjà été un peu question tout à l'heure. Première raison, c'est la fréquentation justement du monde de l'art. Pour parler de l'art dans l'œuvre de Senghor, il faudrait d'abord se souvenir que l'art chez lui est l'art tel qu'on le conçoit en Occident, au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Et pour ce faire, il suffirait, n'est-ce pas, de revoir la relation qu'il a entretenue avec Georges et Claude Pompidou. Il en a été question aussi tout à l'heure. Deux passionnés d'art,
chez qui Senghor va apprendre la fréquentation des musées, mais surtout la fréquentation des artistes et surtout la fréquentation des galeries d'artistes, la rencontre avec les artistes, le discours avec les artistes, le dialogue avec les artistes. C'est avec eux qu'il va parcourir les différentes expositions qui sont des expositions qui ont lieu dans les musées à Paris et dans des galeries. Et c'est aussi avec eux qu'il va s'initier à ce qui est le plus important pour moi ici, à savoir le marché de l'art sur lequel, on le sait très bien, est fondée la contradiction sur laquelle j'ai commencé tout à l'heure, à savoir que le monde qui est le monde colonial est un monde qui dénie à l'Afrique noire une condition historique et qui accepte de l'Afrique noire son art. Il y a là un paradoxe qui est un paradoxe assez singulier. Et avec Georges et Claude Pompidou, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre non seulement à être un mécène, ce qu'était, on le sait très bien, n'est-ce pas, Claude Pompidou, et je vous renvoie bien sûr, n'est-ce pas, au musée Pompidou. Il va apprendre ce que c'est qu'un mécène, mais il va apprendre surtout ce que c'est que le soutien à des artistes en herbe, que ces artistes-là soient des artistes français ou alors des artistes africains. Je songe ici à l'attitude que Senghor a eue en particulier avec Pierre Soulages, dont je rappelle qu'il est le premier critique avant tout le monde. Alors le Soulages dont on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, peintre du noir, c'est d'abord et avant tout Senghor, à l'initiative de Georges et Claude Pompidou, qui a été le premier à en faire non seulement une acquisition, mais également une critique qui est une critique importante. Et lorsque vous penchez sur les numéros de Liberté 1 à Liberté 4, vous vous rendez compte que c'est celui à qui il a sans doute consacré les pages les plus intéressantes de son discours critique sur l'art. Et je songe ici, bien sûr, n'est-ce pas, au soutien que Senghor a apporté, et on l'a dit, aux jeunes artistes qui sont des artistes africains, à la création des manufactures des tiers, qui sont des manufactures tendant, bien sûr, n'est-ce pas, à créer un art qui sera un art moderne du Sénégal. Et en particulier, on l'a dit également tout à l'heure, et j'y insiste un tout petit peu, à l'organisation du fameux Festival mondial des arts nègres de 1966, Festival mondial des arts nègres dont, comme on le voit, n'est-ce pas, dans le titre, le clou est le retour en Afrique noire des œuvres qui sont des œuvres africaines et qui va être le point de départ, qu'on le veuille ou non, d'un retour en Afrique noire, n'est-ce pas, des peintres qui vont m'intéresser ici, à savoir, n'est-ce pas, des peintres français. De 1966 donc à 1977, au fameux musée dynamique de Dakar, pendant presque 10 ans, un peu plus, vont donc circuler des œuvres de Picasso, de Chagall, de Soulages, de Malcolm de Chazal, ainsi que, on le sait très bien, l'art nigérian, et aussi l'art suédois. Et d'ailleurs, Senghor va écrire un texte qui est intitulé « Les leçons de l'art suédois ». L'art suédois qui apparaît bien sûr comme étant un art le plus surprenant en terre africaine. Mais le but de Senghor, on le sait très bien, est assez simple, c'est de rapporter en Afrique noire l'ensemble de tous les arts possibles et pas simplement les arts noirs. Cette exposition, plutôt ces expositions, vont donner lieu, on le sait très bien, à des allocutions qui sont des allocutions diverses. Et on le sait très bien, n'est-ce pas, Senghor ne laissait à personne le soin d'ouvrir les expositions à sa place. Il les ouvrait toujours, n'est-ce pas, avec des textes qui sont des textes assez intéressants d'ailleurs quand on les analyse. Du point de vue de la rhétorique, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir tout à l'heure, parce qu'il s'agit presque toujours sur lui, n'est-ce pas, d'une série d'allocutions qui révèlent un ensemble de préoccupations qui portent presque toutes sur la qualité de l'identité noire dans l'art. J'insiste bien sûr, la notion d'identité noire dans l'art. Il ne s'agit pas de l'identité noire de l'art, mais il s'agit, n'est-ce pas, plutôt il ne s'agit pas de l'identité de l'art noir, il s'agit de l'identité noire de l'art, à savoir que dans tout art, il y a une préoccupation qui est une préoccupation noire, il y a une antériorité qui renvoie bien sûr à la négritude, c'est en quelque sorte la rhétorique qu'il va développer. Dès le discours d'ouverture, d'ailleurs, du premier Festival mondial des arts nègres dont il a été question tout à l'heure, Senghor assume, dit-il, n'est-ce pas, la terrible responsabilité, non pas celle qu'évoquait Malraux, à savoir de prendre en main, on l'a très bien compris, n'est-ce pas, le destin culturel d'une civilisation et d'un continent, non, mais c'est plutôt celui, il le dit lui-même, de défendre et d'illustrer la négritude. Cette défense et d'illustration de la négritude, on va en trouver un certain nombre d'éléments dans la plupart, n'est-ce pas, des discours qu'il va prononcer à l'occasion de tel ou tel événement culturel, officiel ou public, et destiné, bien sûr, n'est-ce pas, à ouvrir une série d'expositions, que ces expositions soient poétiques ou bien que ces expositions soient picturaux. Je pense ici aux expositions poétiques, par exemple, consacrées à Apollinaire, à Claudel ou à Proust, et qui vont soutenir dans toutes ces expositions le rapprochement des formes de culture, entre germanité et négritude, par exemple. Ou alors dans le domaine de l'art, proprement dit, où le Sénégalais va développer un discours tentant, à partir des œuvres des artistes européens, avec des difficultés, on va le voir, à partir de ces artistes-là, de mettre de la lumière ou bien de mettre l'accent sur ce que peut être, bien sûr, n'est-ce pas, un art nègre, qui ne s'arrêterait pas au continent noir, mais qui peut s'étendre à tous les artistes possibles. Ils recherchent dans chacun des artistes qui sont exposés la signification que leur œuvre revêt par rapport à celui-ci, à savoir par rapport à l'art nègre.
La dimension la plus extrême de cette présence nègre dans les arts se trouve dans les analyses que Senghor va consacrer par exemple à Marc Chagall ou à Malcolm de Chazal, le Mauricien. S'il est conscient, par exemple, chez le Mauricien, de l'absence d'une histoire personnelle s'il est conscient, autant pour moi, de l'absence d'une histoire personnelle du peintre juif russe, à savoir Marc Chagall, avec l'Afrique, il est à peu près évident que Marc Chagall n'a jamais été en Afrique, sinon ça se saurait, et qu'il n'y a peut-être pas de présence de la négritude dans son œuvre. Il reconnaît, au contraire, dans l'œuvre du Mauricien, une certaine présence de la négritude, même s'il n'établit pas, de façon assez claire, une filiation, comme dans l'œuvre de Malcolm de Chazal, avec une Afrique. Mais il se sert d'une pirouette pour pouvoir y arriver. En particulier dans l'œuvre de Chazal, il retrouve une filiation qu'il possède de ce qu'il appelle le retour aux sources, l'expression qui est l'expression de Senghor, la fameuse retour aux sources. Si nous avons choisi, dit-il, d'exposer des gouaches de Malcolm de Chazal, c'est que celui-ci est, malgré son sang et les apparences, l'un des peintres africains les plus authentiques et qu'à ce titre, il est exemplaire. Évidemment, ça fait plaisir, vous l'avez très bien compris, à Malcolm de Chazal qui vient de l'autre bout du monde, à savoir de Maurice, et qui n'a aucun rapport, mais alors aucun, avec l'Afrique. D'y retrouver, bien sûr, n'est-ce pas, dit-il, un signe qui est un signe que celui-ci soit un peintre africain, nous renvoie, qu'on le veuille ou non, à l'introduction de l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Senghor, en 1948, introduction dans laquelle il considérait déjà que les Mélanésiens étaient des nègres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des Mélaniens, parce qu'ils avaient une peau noire. Et alors, en ce sens-là, bien sûr, n'est-ce pas, l'anthologie de la nouvelle poésie nègre devient malgache, c'est-à-dire noire, parce que précisément les malgaches ont une peau noire. L'œuvre du Mauricien relève de la même rhétorique, car elle porte selon lui les traces de ce qu'il appelle la Lémurie. Alors, la Lémurie, qu'est-ce que c'est? Je cite, c'est cet ancien continent englouti qui reliait l'Inde et l'Afrique. Alors, si on relie l'Inde et l'Afrique, c'est que quelque part, on appartient beaucoup plus à l'Afrique d'ailleurs qu'à l'Inde. De la même façon, vous avez très bien compris que Malgache est beaucoup plus proche de l'Afrique. De la même manière, Maurice, qui se trouve de l'autre côté de Madagascar, doit être également rapporté à l'Afrique. Malcolm de Chazal, vous l'avez très bien compris, est donc nègre. Dans le cas de Marc Chagall, c'est en retournant à l'intime, à un monde ancien, à une sorte de sentiment très lointain, profond, qu'on peut trouver son lien avec le monde noir. À l'ouverture de l'exposition Chagall à Dakar, le 18 mars 1971, Senghor remarque que, je cite, « La première des richesses est une sensibilité profonde, forte et nuancée, en même temps qui dort comme un volcan au fond de son moi intérieur. C'est que son art, confie-t-il, est un art subjectif, comme l'art nègre. Sentimental, pourquoi pas, au sens où le sentiment, c'est l'émotion, les puissances de l'âme dans leur surrection humaine. » Fin de citation. L'art de Chagall se rattache ici à l'art nègre parce que la subjectivité créatrice du peintre relève de ce primitivisme qui caractérise l'Afrique en particulier et le monde noir en général. Cette primitivité se décline à travers la puissance de l'âme, de l'émotion, le sentiment, toute chose qui s'éloigne de la raison discursive. Pour lui, je cite encore, les œuvres de Chagall, tableaux, vitraux, gravures, sont des idées, sentiments, idées, sentiments en italique dans le texte. Ce ne sont pas de simples imitations idéalisées par la nature, donc, comme dans l'art traditionnel de l'Occident, ce sont des images symboles. Ces amoureux, ces ouvriers, ces poètes, des images analogiques où la forme a un sens, mais aussi la couleur, comme dans l'art nègre, qui est lui aussi fait d'images analogiques mais rythmées. Fin de citation. Ce sont donc des qualités primitives identiques que Senghor va relever chez Picasso. Il considère que la rupture du peintre andalou avec l'esthétique classique le rapproche du poète. Picasso avait d'ailleurs reconnu lui-même qu'un des points fondamentaux du cubisme visait à déplacer la réalité. La réalité n'était plus dans l'objet, elle était dans la peinture. Et Picasso ajoutait, la peinture n'est jamais de la prose, c'est de la poésie. Elle est écrite en vers avec des rimes plastiques. Comme chez Chagall, l'art de Picasso tourne le dos à la conception de l'art-imitation pour lui substituer celle de l'art-invention. Il ne s'agit plus de représenter la nature, mais de la reproduire à l'image de la voix-geste de Dieu, de créer une nature plus humaine, un objet d'art qui traduise plastiquement, comme un poème verbalement, des idées-sentiments, ou plus exactement, nos sentiments-idées. C'est en cherchant dans cette direction que Picasso a rencontré l'art nègre. En faisant donc du primitivisme la source d'inspiration et d'expression de sa peinture, comme plusieurs poètes, tels Arthur Rimbaud ou Stéphane Mallarmé par exemple, l'ont fait de la barbarie, c'est en observant attentivement les masques africains et tous ces objets que les hommes avaient exécutés dans un dessin sacré, magique, que Picasso a compris que ce n'était pas le sens même de la peinture, une forme magique qui s'interpose entre l'univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs.
Selon Senghor, donc, tout art est nègre dès lors qu'il possède une fonction magique. Destinée à intervenir sur le cours normal des choses, comme le veut son étymon latin, la magie désigne un ensemble de procédés, ici plastiques, pour capter les forces cosmiques en les piégeant au moyen d'images analogiques mais rythmées. Toute la technique de Picasso vise à donner à l'art ce pouvoir opératoire de transmuter. Je cite Senghor, il supprime l'espace en le remplissant d'une architecture équilibrée de formes. Il s'affranchit de la lumière au moyen unique, confère plus de réalité aux objets du tableau par la corporéité sculpturale que leur donne un dessin plus vigoureux des formes. L'articulation plus nette des diverses parties du corps, de l'objet ou du paysage, représentée comme un jeu de volumes géométriques. Enfin, le remplacement des couleurs par des blancs et des noirs, ou leur emploi comme valeur moins symbolique que spatiale. Plus que chez Picasso, la technique de Chagall, qui consiste à créer des volumes géométriques, le ramène alors au négro-africain. La géométrie de Chagall, écrit-il, comme celle des artistes négro-africains, est vivante. Voyez les angles sous les nez, les courbes des lèvres et les amandes, les yeux languides, les cylindres, les bustes de bras, des cuisses et les cercles et les seins fleuris d'amoureuses. Dans ces grands traits, la peinture de Soulages, à qui il a consacré nombre d'analyses, reprend les caractéristiques évoquées ci-dessus. Et d'abord, le rapport évident à l'Afrique. Les peintures de Soulages me rappellent, écrit-il, toujours les sculptures, voire les peintures négro-africaines. C'est le même mépris de toute vaine élégance, la même évidence qui s'impose, la même saisie du spectateur à la racine de la vie. Et ensuite, une relation à la poésie. Pierre Soulages est un peintre pur, c'est-à-dire un poète. Les formes qu'il crée sont au peintre. Il s'agira toujours de peintre abstrait, ce que les images sont au poète, des métaphores, c'est-à-dire des images analogiques qui relient le poète et avec lui les autres hommes à la nature, son monde intérieur au monde extérieur. Enfin, un rapport particulier aux formes et aux couleurs. Comme chez Picasso ou Chagall, le travail de l'artiste peintre consiste à se fondre dans son art, à faire corps avec son œuvre. De la relation du peintre-sujet à la toile-objet, il naît un double colloque, un double dialogue de l'idée-sentiment et du bras-main, du main-bras et de la toile, qui participe à la force vitale de l'art et de l'artiste. Le jeu sur les couleurs du peintre Soulages le conforte dans cette idée. Devant une de ces toiles consacrées au noir, il affirme, je cite, « Le noir de notre peintre n'en est pas un. J'ai distingué chez lui 3 sortes de noir pour le moins. Et ce noir est vivant, qu'il soit mat ou brillant, épais ou léger, comme transparent. En vérité, on trouve sous la palette toutes les nuances du noir au gris. Et toutes les autres couleurs participent, bien qu'à un moindre degré, de cette même vie. Ces 3 nuances de noir prendront donc des tons suivants, noir-bleu, noir-brun, noir-gris, c'est-à-dire qu'ils expriment, selon la terminologie de Senghor, des idées sentiments du noir, des émotions de noir, ou simplement l'action des forces cosmiques sur l'homme. La critique d'art de Senghor repose essentiellement, on le voit, c'est par là que je terminerai bien sûr, la critique d'art de Senghor repose essentiellement, on le voit, sur la revalorisation du primitivisme, avec ses corollaires que sont la simplification des formes, le rapprochement de la technique picturale de la technique poétique, du peintre et du poète, de la peinture et de la poésie, l'enracinement de l'œuvre d'art dans et par le milieu originel. Autant de traits qui rapprochent les grands arts européens de l'art nègre, les grands peintres occidentaux des artistes noirs, qu'ils considèrent comme étant très anciens, étant pourtant, on le sait, les premiers des hommes. Je vous remercie.